Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, Fëanor est complètement déconnecté du monde d'aujourd'hui. Les maîtres mages et ceux qui existaient de son vivant sont aujourd'hui disparus. Shino a fait un bref résumé de l'état actuel du monde. Fëanor, encaissant le choc d'être le seul survivant de son passé, reste solide malgré tout. On remarque qu'il ne va pas bien, mais il garde encore et toujours le même sourire, rassurant et bienveillant. Shino part chercher des vieilles branches mortes pour réchauffer l'atmosphère. Le palais est tellement envahi de bois mort qu'il n'a même pas besoin d'aller en chercher dehors. D'ailleurs, à ce moment-là, personne n'oserait sortir de toute façon. Une étrange brume bleutée enveloppe les environs, et des murmures indistincts semblent émaner des murs du palais. Quand Shino revient, il insiste un peu auprès de Fëanor. Il lui demande de parler de lui, d'où il vient, qui il était. Fëanor regarde les ombres dansantes sur les murs, et il commence à parler. Mais il reste prudent, comme s'il craignait que les secrets du passé ne se réveillent. Fëanor pousse un énorme soupir. Il serre les poings. On voit qu'il commence à retrouver la totalité de ses mouvements, même si ses gestes sont empreints d'une rigidité encore. Shino ravive le feu, et bercé par les crépitements des flammes, Fëanor s'adresse à Shino. Son regard est perdu dans les profondeurs des flammes, comme s'il voyait au-delà du monde. « D'accord, Shino, si tu insistes, je vais te parler de mon passé. Et si le moindre détail t'interpelle, fais-moi signe. » Fëanor se place près du feu, très près, comme pour s'assurer que la lumière des flammes éloigne les ténèbres de ses souvenirs. Il commence son histoire, et sa voix résonne étrangement dans la pièce silencieuse. Je ne sais pas ce qui a pu se passer pendant toutes ces années où j'ai été prisonnier de ce mur. Je ne sais pas pourquoi toi ou ton peuple n'avez jamais rencontré de mage, ni même pourquoi vous n'avez jamais vu de magie. Cela me paraît tellement absurde. Le monde était rempli de mana. La chose la plus probable, c'est que quelqu'un ou quelque chose a voulu faire disparaître la magie. Mais je ne sais pas dans quel but. Et surtout, comment a-t-il pu y arriver? Ça me paraît impossible. Celui qui m'a condamné, Ragnaros, avait des idées très fermées sur la magie. Il voulait qu'elle soit contrôlée par lui et son armée. Bien sûr, il voulait le pouvoir absolu pour lui tout seul. Serait-il possible que ce soit lui? Aurait-il pu y arriver? Avant que je sois injustement condamné, nous menions une bataille, ou plutôt une guerre, contre Ragnaros. Moi et tous les grands mages de mon temps, nous nous battions contre des monstres maléfiques ultra puissants, capables de détruire des villes entières. Nous ne savions pas grand-chose sur leur origine, mais nous étions sûrs d'une seule chose. Elles avaient été libérées par Ragnaros. Il y avait des sortes de brèches dans le monde, des brèches qui liaient deux mondes. Notre monde et le monde des démons. Personne ne sait vraiment d'où sont venues ces failles, et les forces du mal ont petit à petit envahi notre monde et ont commencé à prendre le dessus sur nos pouvoirs. Nous avons dû mettre en place des stratégies et même des sacrifices, trop de sacrifices. Mais nous avons réussi à reprendre le dessus. Sans relâche, sans faiblir, nous les avons renvoyés dans leur monde. Nos pertes ont été monstrueuses. Par la suite, mon meilleur ami Phyllis a réussi à mettre en place un plan pour fermer ces brèches. Il fallait 3 mages pour cela. Phyllis, maître mage du temps. Braquard, ce traître, était maître des mages. Et moi-même. Ces brèches ou ces failles étaient des espèces de puits magiques, emplis d'une mana sombre et impure, mais terriblement puissante. Fëanor marqua une pause, son regard fixé sur les flammes. L'atmosphère était lourde de secrets et de mystères, comme si les murs mêmes du palais murmuraient les échos de ce passé tumultueux. Une ombre passa fugacement derrière Shino, mais disparut avant qu'il ne puisse se retourner. « Shino, je sens quelque chose qui approche. » À cet instant, un craquement retentit dans la nuit, comme si quelque chose ou
où quelqu'un venait de franchir une frontière invisible. Les flammes vacillèrent, projetant des ombres sinistres sur les murs. Fëanor se leva brusquement, les yeux écarquillés. Le passé n'est jamais vraiment mort. Il rôde toujours, attendant son heure. Fëanor retourne près du feu et continue son récit. La stratégie mise en place par Phyllis pour fermer ces brèches reposait sur la combinaison de nos 3 pouvoirs respectifs. Ce plan a été élaboré dans le plus grand secret et avec une précision chirurgicale. Ce plan était notre dernier espoir contre les forces des ténèbres qui menaçaient d'anéantir notre monde. Nous savions que toute erreur, même la plus petite, serait forcément fatale. Les souvenirs de cette opération restent gravés dans ma mémoire, empreints de mystère et de danger à chaque instant. La première barrière, pour sceller ces puits de mana, c'était celle de Bracar. C'était une œuvre de magie complexe et redoutable. Bracar, maître des arcanes de la terre, scella les entrées avec sa propre mana, une énergie brute et immuable. Ce sortilège fut forgé dans les profondeurs d'une montagne sacrée. Il résonnait avec les battements du cœur du monde. Les entrées ainsi étaient scellées, rendues complètement inaccessibles sans lui, imprégnées de sa signature unique. Il y avait peut-être un moyen que ceux qui possédaient un fragment de son âme pourraient espérer briser ce sortilège, mais même les entités les plus anciennes et les plus puissantes n'auraient pu forcer ce passage sans sa permission. La deuxième barrière a été élaborée par Phyllis, encore plus redoutable et plus énigmatique. Phyllis est un mage du temps, dont la sagesse était inégalée. Il invoqua un sort d'éternité d'une puissance inimaginable. Ce sort, tissé dans les fils mêmes du temps et de l'espace, formait un labyrinthe infini. Les êtres entrant dans ce sort étaient piégés, condamnés à errer pour l'éternité dans les couloirs du temps. Ils perdaient toute notion de la réalité et d'identité. Il était dit que ceux qui s'aventuraient dans ce labyrinthe pouvaient apercevoir les échos de leur propre futur, les reflets d'un passé qu'ils ne comprennent plus. Le sort de Phyllis était un piège parfait, une toile temporelle où même les plus grands esprits ne pouvaient que se perdre à jamais. Et puis, il y avait ma barrière, la plus destructrice de toutes. En tant que maître des flammes, j'avais conçu un sort de feu à une température où même le diable ne pourrait survivre. Ce feu, alimenté par la rage et le désespoir des milliers d'âmes qui avaient péri, brûlait avec une intensité qui défiait les lois de la nature. Pour augmenter la puissance de ces flammes, j'ai dû explorer des territoires interdits, apprendre des incantations oubliées depuis des millénaires. J'ai visité les ruines d'anciennes civilisations, j'ai consulté des esprits prisonniers de cristaux, et j'ai pactisé avec des entités de l'ombre. Ma flamme n'était pas seulement un élément destructeur, elle était une sentinelle impitoyable, dévorant tout sur son passage. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai été condamné. En cherchant à augmenter le pouvoir de mes flammes pour réaliser ce sort, j'ai dû faire des choses terrifiantes, des sacrifices inavouables. J'ai parcouru des terres lointaines, traversé des forêts enchantées et des déserts maudits, cherchant des artefacts anciens et oubliés. Une nuit, au cœur d'une caverne obscure, j'ai rencontré Mira, une enchanteresse aussi belle que dangereuse. Elle m'a aidé, mais à quel prix? Son amour était une flamme brûlante, mais son cœur était aussi sombre que la nuit. Mais je m'égare. La combinaison de ces 3 sorts mélangés rendait l'accès impossible, aussi bien pour entrer que pour en sortir. Une fois les portes scellées, nous avons chassé les derniers monstres restants. Ce n'était pas une partie de plaisir, mais nous y sommes arrivés. La chose qui t'a attaqué ce soir était une de ces horribles créatures, échappées de ce cauchemar, de ces failles. Tu en as croisé une, Chino. Mais nous en avons affronté des centaines à l'époque. Ces créatures sont dotées d'une malice inimaginable. Elles pouvaient se dissimuler sous des formes innocentes, prenant parfois l'apparence de ceux que nous aimions, pour mieux nous tromper. Certaines de ces créatures nous ont échappé, c'est certain. Elles ont caché leurs âmes dans des hommes ou des femmes complètement indétectables.
Elles se dissimulaient dans l'ombre. Certaines même, je pense, n'étaient pas si mauvaises dans le fond. Elles étaient prisonnières de leur propre malédiction. Mais d'autres étaient foncièrement mauvaises, notamment Icar Shin, le plus redoutable d'entre eux. Sa cruauté n'avait d'égal que son ambition, et il avait juré de détruire tout ce qui était cher à mon cœur. Shino recule d'un pas et comprend soudain. Oui, Shino, cette marque, c'est celle d'Icar. Elle ne présente rien de bon. Cette marque signifie que ce démon sommeille en toi. Shin a l'air d'un coup complètement terrorisé, regardant son épaule avec dégoût. Mais Fëanor le rassure. Ne t'inquiète pas, il n'est pas présent. Enfin, pas réellement. Ce n'est qu'une petite partie de lui. Nous allons tout faire pour te débarrasser de ça. Et puis, j'ai scellé la marque tout à l'heure. Tu me fais confiance, n'est-ce pas, Shin? Shino hoche la tête et son visage redevient un peu plus calme. Fëanor reprend son récit, l'atmosphère se chargeant à nouveau de mystère. Ragnarus voulait contrôler ses puits de mana. Il pensait pouvoir contrôler leur pouvoir, leur énergie. Il voulait contrôler les démons comme Icar. Il se pensait assez puissant pour gérer autant de mana. Mais c'était une folie. Aucun mage existant à cette époque ne pouvait accepter cela. C'était beaucoup trop dangereux, trop incertain. Ceux qui étaient encore vivants après cette grande bataille pour refermer les puits se sont levés contre Ragnarus, ce fou. J'étais leur chef, et c'est sûrement pour cela que Ragnarus m'a condamné. Il a fabriqué de fausses preuves, et voyant que j'allais être libéré, il a craqué, et il m'a condamné contre l'avis des juges. J'ai passé tant de temps à lutter contre ce fils, contre cette raclure. Je donnerai tout pour le tuer de mes mains. Fëanor s'interrompt, réalisant qu'il s'est emporté. Pardonne-moi, Shino. J'ai laissé la colère m'envahir. Le jour où j'ai été condamné, je ne pouvais plus obtenir aucune information. Même si je déteste Braquard, ce traître, je ne pense pas qu'il soit assez fou pour réouvrir les puits. Il a vu l'horreur de ces choses, et Phyllis est le plus grand sage que je n'ai jamais connu. Il n'a pas pu réouvrir les puits non plus. Mais pourtant les signes sont là, indicibles mais présents, suggérant que quelque chose de sombre se trame à nouveau. Shin, le passé, avec ses ombres et ses secrets, semble sur le point de ressurgir. Et nous devons être prêts à affronter ce qui nous attend. Ces araignées, Shino, c'était le premier signe. Les créatures aux yeux rouges et aux crocs acérés, leurs carapaces scintillantes dans l'obscurité semblaient annoncer une catastrophe imminente. Et on dirait que l'histoire recommence. Elles sont arrivées avant les démons, ce qui veut dire une chose. Les puits, les failles, ces brèches, elles ont été réouvertes. Mais par qui? Par Ragnarus? Est-il toujours vivant? Ce tyran des ombres, maître des ténèbres, est-ce qu'il est toujours parmi nous? Il faut que j'en sois sûr, Shin. J'ai peut-être une idée. Il faut que j'aille vers l'ouest, en direction de Kyrax. La ville existe toujours ou est-ce qu'elle n'existe plus? Shin hoche la tête, ses traits marqués par la fatigue et la peur. Il précise que la ville est contrôlée par l'armée, une force impitoyable qui s'accroche aux ruines comme des vautours sur un cadavre. D'accord, je vois. Il y a peut-être un espoir mince que... Fëanor se retourne vers Shin, ses yeux brillants d'une intensité presque surnaturelle. Écoute, Shin, j'aimerais que tu m'accompagnes là-bas. Shino acquiesce, mais une lueur de peur transperce son regard. Je vous accompagne, mais je dois d'abord retourner au village. Je dois prévenir mes amis que ces choses rôdent autour du village et je dois récupérer mon sac et... Avant que Shin ne termine sa phrase, les flammes du petit feu de camp s'agrandissent brusquement, léchant le plafond de la pièce avec une voracité inquiétante. Fëanor lui coupe la parole, son visage devient plus dur. Mais Shin, tu ne mesures pas l'ampleur du problème. Mais ces monstres ont déjà probablement attaqué ton village. Non, c'est pas possible. Non, je dois y aller. Je dois aller les aider. Vite, je dois y aller. Shin fonce à toute allure à travers le palais. Ses pas résonnent comme des tambours de guerre. Il se précipite vers la sortie sans réfléchir, trébuche et tombe lourdement au sol. Mais il se relève aussitôt. Ses vêtements sont déchirés et son visage couvert de poussière.
Il repart aussi vite pour rejoindre le village. Et une voix écrasante retentit alors dans les ruines du palais. Une voix semblable à un tonnerre divin. « Shino, arrête tout de suite !» Il stoppe sa course, son souffle court, et regarde Fëanor. « Fëanor, je vous en supplie, venez. Vous avez tué un de ces monstres, vous pouvez les aider. Je vous en supplie, Fëanor, venez avec moi. » Shin, je n'ai pu en battre une seule, mais je n'ai pas assez de pouvoir pour en battre d'autres. Si tu y vas, si nous y allons, nous courons vers une mort certaine. Tu as sûrement un chef de village, un gardien. Tu dois leur faire confiance. Shin, ils vont devoir affronter leur destin. Si nous partons là, de nuit, nous sommes perdus. Non seulement nous ne sauverons personne, mais nous mourrons tous les deux. Fëanor fixe les flammes dans leur danse hypnotique, reflétée par ses yeux glacés. Son visage sculpté par une détermination froide. Shin tombe à genoux, criant sa rage et sa frustration de ne pas être à la hauteur. Et au même moment, au village. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, direction les trappes souterraines, les femmes et les enfants d'abord, tous ceux qui sont capables de manier une lance combattent ces monstres. Kodoa, rassemble les derniers du village, prends-les avec toi et pars en direction des souterrains, tout de suite. Oui père, j'y vais tout de suite, je m'occupe de tout. Kodoa et ses hommes rassemblent les derniers survivants, mais pas tous malheureusement. Certains sont emmenés par ces monstres, leurs cris sont déchirants et la terreur figée sur leur visage encore vivant. Que va-t-il leur arriver? Kodoa cherche désespérément de l'aide. Son regard se porte sur la maison de Shin. Il s'y dirige en courant, son cœur battant à la chamade. Shin, sors de là, espèce de lâche. Je suis venu te sauver comme d'habitude. Plutôt que de te terrer sous tes draps, viens nous aider, Shin. Putain, espèce de mauviette, sors de là, il faut partir. Voyant que Shin ne répond pas, Kodoa défonce la porte, son épaule heurtant le bois avec une force brutale, et il crie « Allez, Shin, sors de là, mais bon sang, t'es où ?» Rien. Personne n'est là. Personne. Le regard de Kodoa se fige d'un froid glacial. Non, mais non. Ne me dis pas que c'est toi, Shin. Ne me dis pas que c'est toi qui as organisé tout ça. Ah, tu as osé. Je le savais, putain, je le savais que tu étais un traître. Tu vas payer, Shin. Tu vas payer!